merci de nous retrouver pour cette spéciale INRC, Institut National de la Relation Client. Alors, l'INRC, c'est une structure scindée en deux parties, une association et une fondation, suite à une mission ministérielle dont on évoquera dans quelques instants avec Michel Guido. La vocation première, le cheval de bataille de l'INRC, c'est finalement réhumaniser la relation client. Alors, je n'apprends rien à personne, mais la relation client, le digital, l'avènement du digital fait se questionner aujourd'hui les entreprises sur finalement le rôle de l'humain au sein de la relation client. Et forcément, ça fait partie des enjeux de l'INRC. Avec aujourd'hui un débat qui tournera autour de 3 questions. Quel impact économique peut avoir l'INRC sur les thématiques de la relation client pour les entreprises ? Quels sont les enjeux des dernières découvertes en neurosciences sur les compétences socio-émotionnelles en termes de formation ? Et enfin, le sujet est-il suffisamment audible par toutes les entreprises françaises en tous les cas? On l'évoquera dans quelques instants avec Michel Guido. Vous êtes directeur général de l'INRC et délégué général de la Fondation INRC. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, vous avez Nadia Medjad, médecin en formation. Avec vous, on évoquera les dernières découvertes en neurosciences et le rôle du cerveau finalement sur les éventuelles perspectives dans la relation client. Et à côté de vous, Rémi Stork, responsable du centre Relations Clients du réseau La Poste. Bonjour. Bonjour, merci à tous trois d'être avec nous. On va commencer avec vous, Michel Guido. Finalement, le spectre, le périmètre de l'association et de la fondation de l'INRC aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous avez parlé de transformation, de révolution. Vous savez, depuis toutes ces dernières années, la dernière révolution industrielle qui a eu lieu, elle a mis 60 ans pour se stabiliser sur le marché du travail. Aujourd'hui, on en a une cinquantaine en même temps. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt à se structurer autour de cette transformation, que ce soit les clients, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les patients, que ce soit les usagers. C'est une transformation continue où on doit s'adapter. Et l'humain là-dedans doit avoir une place. Quand vous dites personne n'est prêt, c'est spécifique à la France ? C'est mondial. On est dans une transformation mondiale et c'est aujourd'hui, bien entendu, on doit s'y préparer. Cette transformation, elle va vite. On ne connaît pas 85% des métiers de 2030. Aucune entreprise est prête, aucune organisation sont prêtes. Donc aujourd'hui, on doit s'organiser. Et donc, quand on parle de client, l'usager, le client, le patient, dans tous les cas, on doit focaliser aussi sur la partie humaine des individus. Donc, dans ce cadre-là, on a créé l'INRC. L'INRC, qui est une structure issue d'une mission ministérielle, mais qui a été portée à l'issue de cette mission par des grands groupes français, comme Engie, BNP, Téléperformance, Babylou ou Orange, pour pouvoir organiser cette relation avec le client. Mais on est beaucoup plus focalisé RH, que la partie des parties technologiques, enfin tous les facteurs qualité et autres qui impactent la relation avec le client. Donc aujourd'hui l'INRC elle est organisée de plusieurs manières avec 2 pôles, un pôle recherche et innovation et de l'autre côté un pôle service aux organisations. Cette organisation, sur les services aux organisations, nous avons 3 expertises. La première expertise, c'est tout ce qui est lié à l'employabilité. La deuxième, nous sommes centrés sur la partie sur la partie learning et compétences. Et la troisième, c'est tout ce qui est lié à la performance sociale. Donc ça, c'est la partie INRC. Ensuite, on retrouve l'association. Ensuite, on retrouve la fondation. Dans ce cadre-là, la fondation, c'est la continuité de l'association, mais elle n'est pas du tout opérationnelle. Son objectif, c'est de pouvoir soutenir des projets par des moyens humains et financiers pour pouvoir accompagner des projets. Donc, l'association est un des porteurs qui présentent des projets à la Fondation. Nous avons d'autres porteurs que nous soutenons. Et les 3 thématiques clés qui sont soutenues par cette Fondation, c'est d'une part la mutation des métiers et l'anticipation des compétences de demain. Deuxièmement, nous avons la partie conjuguée IH et IA
entre autres en s'appuyant sur les sciences cognitives. On en parlera tout à l'heure, c'est très passionnant. Voilà. Et troisièmement, tout ce qui est performance sociale et sociétale des entreprises. Donc voilà la différence entre la partie association qui est plus opérationnelle et avec une offre de services et la fondation qui n'est pas du tout opérationnelle avec un soutien au projet d'envergure pour demain. Merci pour cet état des lieux. Vous avez bien planté le décor et vous allez organiser bientôt un think tank qui va donner lieu à un livre blanc, notamment sur justement le digital et l'humain. On peut en savoir déjà davantage si ce n'est pas confidentiel. Non. Alors, régulièrement, nous menons des think tanks avec différentes entreprises. Les think tanks durent sur une période, sont étalés sur 8 à 10 mois, avec la production d'un livre blanc systématiquement. Là, nous avons une trentaine, le think tank a déjà commencé, donc nous avons une trentaine de participants, nombreuses entreprises qui sont présents. Et donc, ça va nous permettre, à l'issue du think tank, déjà de produire un livrable, une synthèse de tout ça, un livrable qui sera disponible pour tous, mais en même temps, ça va nous ouvrir les perspectives des travaux à venir, les travaux de recherche, puisque nous allons lancer un centre de recherche assez important là-dessus, qu'on a déjà annoncé à vos côtés d'ailleurs. Et ce think tank va nous permettre de faire émerger ces différents travaux de recherche. Donc voilà comment ça se passe. Nadia Medjad, donc vous participez aujourd'hui à côté de l'INRC à ces découvertes, à ces innovations dont on parlera dans quelques instants. Aujourd'hui, vous participez à cette table ronde. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche finalement ? Ce qui me paraît intéressant dans ce think tank, c'est qu'on va littéralement désosser la nature de la relation client pour voir justement ce que peut faire la machine à la place de l'homme, puisque la machine intelligente progressivement prend la place de l'homme sur des tâches qui sont en général des tâches simples, répétitives. Mais la relation client, c'est aussi des choses très complexes. Et on va voir que l'humain n'est pas facile à remplacer quand il y a de la complexité dans la relation. Et donc, je pense que ce travail-là va rassurer tout le monde sur la place de l'humain, notamment dans la relation client. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle. L'automatisation notamment, et les tâches ingrates qu'on essaye d'automatiser. Mais la machine ne ressent pas d'émotion. Elle n'est pas prête d'en ressentir. Et c'est là où est toute la valeur ajoutée de l'humain pour la relation. Les limites de la machine. Heureusement qu'il y en a. Heureusement. Michel Guido, donc aujourd'hui, l'INRC a labellisé 10 entreprises, dont La Poste, qu'on questionnera dans quelques instants. Finalement, les exigences autour duquel sont fondées ce label, on le rappelle, le label Human for Client. C'est quoi les exigences clés en tous les cas ? Alors, déjà, on s'appuie... Alors, je tiens quand même à préciser, c'est le premier label RSE client. Donc c'est important à le souligner, on trouve beaucoup de normes, beaucoup de labels. Et les exigences sur lesquelles on s'appuie, déjà on a croisé l'ensemble des normes internationales. Et une des principales normes, c'est la norme 26 000. Donc la norme 26 000, notre label s'appuie totalement sur cette partie label. D'autres éléments aussi importants, au-delà des exigences que ça peut apporter, c'est un outil de différenciation économique et commerciale pour l'entreprise. Donc voilà, 3 éléments assez importants, puisque c'est un label où il y a des exigences, en effet, mais en même temps qui permet aussi aux entreprises de se différencier, mais également de se structurer autour de ce label. Mais je pense que Rémi pourra en parler beaucoup mieux que moi. Précisément, merci pour la transition, Rémi Stork. Donc vous avez été labellisé chez La Poste. Qu'est-ce qui vous a motivé finalement dans cette démarche ? Bon, dans notre centre de relations clients, parce qu'il y a plusieurs centres de relations clients à La Poste, moi je fais partie du centre de relations clients du réseau, on a très vite compris que pour enchanter les clients, il fallait absolument passer par les collaborateurs. Si on n'enchante pas un collaborateur, on ne peut pas enchanter un client. On l'a très vite compris et on est allé assez rapidement vers cette voie, mais je dirais de façon empirique, co-construite avec les collaborateurs. Et on sentait bien qu'on n'avait pas une vision 360 du sujet RSE sur notre activité. Et lors de l'audit AFNOR, parce que nous sommes certifiés AFNOR, l'auditeur a compris ça et nous a dit « mais
je pense que vous devriez postuler à ce label parce qu'il a un référentiel qui aura cette vision 360 que vous n'avez pas aujourd'hui. Et c'est parti comme ça. Donc, on s'est renseigné auprès de l'INRC et on a adopté ce référentiel. On a mis 2 ans pour obtenir des résultats. On l'a lancé en grande pompe sur tous les plateaux, c'est-à-dire on a fait une grosse communication et le message étant que on va y aller tous ensemble, et aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment on va y aller, mais on va y aller avec vous. On n'a pas le choix, on va y aller avec vous. Et je dois dire que ça a changé complètement la vision managériale de nos entités. On y reviendra. Ouais. Vous avez parlé, vous avez dit, ça nous a pris 2 ans. Donc, les étapes de processus de labellisation, donc, comment ça s'est passé concrètement pour bien comprendre et pour ceux qui nous regardent. Et aussi, finalement, votre rôle à vous personnellement. Est-ce que vous avez été actif, passif? Comment s'est passée la collaboration? Vous savez, il y a un référentiel qui est proposé et on fait un état des lieux et on se dit par rapport à ce référentiel, qui a une vision, comme je vous l'ai dit, 360, où est-ce qu'on a encore beaucoup de lacunes et où est-ce qu'on est en avance? Il y avait des parties où on était en avance, d'autres des lacunes. Par exemple, je vais vous citer un exemple, sur le sociétal, on était très en retard. On n'avait pas d'action sociétale en cours, alors que c'est d'une pertinence absolue. Je vais vous donner un exemple. Les collaborateurs ont décidé, cette année, parce que les décisions viennent des collaborateurs, ils ont décidé de sponsoriser des dentistes, des jeunes dentistes, pour aller prodiguer des soins à Madagascar, à travers un challenge qu'ils ont monté. Au lieu de donner l'argent aux collaborateurs, ils se sont dit on va le mettre dans un pot commun et on va aller à Madagascar prodiguer des soins et sponsoriser cette action. Et ça crée un esprit d'équipe, un altruisme très fort sur le plateau qui rejaillit sur l'état d'esprit des collaborateurs. Voilà comment ça s'est passé, mais il a fallu quand même 2 ans. Il faut appréhender chaque étape du référentiel et c'est le temps qu'il nous a fallu, nécessaire. Finalement, ce type d'audit, ça force un peu l'humilité, même quand on s'appelle finalement la Poste. C'est bien de l'admettre aussi, de mettre le point en exergue, les points faibles, et de se dire on va... Voilà, c'est un référentiel qui nous a beaucoup aidés, parce que, oui, les points faibles, on les maîtrisait pas. Vous savez, le domaine RSE, il n'est pas très bien connu dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde veut y aller, mais elle ne sait pas très bien comment. On y est allé de façon maladroite, et le référentiel nous a structurés. C'était incontournable d'avoir une structuration pour avancer. Alors, vous avez parlé des collaborateurs, qui, j'imagine, aujourd'hui, sont les meilleurs ambassadeurs pour une entreprise. Oui. Donc, les aspects dans le management. Est-ce que ça a fait remonter certains indicateurs sociaux en interne? Alors, je voulais terminer en disant qu'est-ce que ça a créé de fort au sein de nos équipes? Quelques messages forts. Déjà, ça a créé de la co-construction. On est dans un format, les managers sont dans un format où tout est descendant et rien n'est horizontal. On pense que la vérité, elle vient d'en haut. Faux. Quand on co-construit les choses, on s'aperçoit aujourd'hui que les sachants, c'est les collaborateurs et qu'ils ont des idées géniales. Et quand on co-construit, il y a la confiance qui naît. La confiance entre le collaborateur et le manager naît. Elle est de plus en plus forte. Et quand on crée la confiance, quand on crée la co-construction, il se passe aussi le fait que nous, managers, on veut toujours prodiguer le mieux aux collaborateurs. On va toujours chercher des nouveautés pour qu'ils soient bien dans leur peau. Et Nadia en parlera tout à l'heure. Par exemple, aujourd'hui, on veut défricher le domaine des soft skills parce qu'on ne le connaît pas. On sait que c'est fondamental pour leur bien-être à eux, donc on va le développer. On leur a proposé des casques sans fil parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. On leur a proposé des micros à double écran. Vous voyez, on est dans cette démarche d'amélioration continue du travail du collaborateur. On rentre dans cette démarche-là. Et puis, je termine par le côté altruiste des choses. La partie sociétale crée un sentiment altruiste tout à fait nouveau auquel je n'avais pas pensé auprès des plateaux. Et c'est génial. Alors, Michel Guido, ça vous fait sourire. Vous êtes heureux d'entendre ce type de témoignage. Tout au long de ce processus, vous avez donc l'intervention du comité d'orientation opérationnelle, mais aussi du comité stratégique. On peut parler d'une double gouvernance. Et finalement, si oui, quel avantage, quel inconvénient de cette double gouvernance? Alors, d'un côté, en effet, on a les entreprises, les membres du board qui financent la structure. C'est quand même un outil d'intérêt général, mais forcément, les entreprises qui s'y impliquent veulent retrouver quand même un investissement, leur investissement. Et donc, elles s'approprient, elles s'appuient là-dessus. Et puis, la vision de l'entreprise qui a quand même
qu'il y a beaucoup de travaux internes, beaucoup de démarches internes, séparées, éclatées, ça n'a pas toujours l'impact suffisant. Mais quand on commence à les réunir, plusieurs grands groupes comme ça, ben ça apporte quand même pas mal de choses et ça enrichit l'association énormément et les travaux d'intérêt généraux. En ce qui concerne l'autre partie, la double gouvernance avec le Conseil d'orientation opérationnelle, en fait, il est constitué des partenaires sociaux représentatifs. Vous savez, dans notre pays, si on n'est pas dans une case, on n'est pas reconnu. Donc, on s'est créé une case avec les partenaires sociaux au niveau confédéral, hein, que ce soit Pierre Gattaz, Laurent Berger, en fait, les différents partenaires sociaux au niveau confédéral pour pouvoir avoir une case transversale et pouvoir œuvrer dans le milieu de l'emploi et de la formation, puisque l'emploi et la formation sont pilotés par le paritarisme, par les partenaires sociaux, et donc ça nous permet là de pouvoir jouer avec les rouages du système et de pouvoir proposer un certain nombre de choses. Donc c'est comme ça que ça s'est créé à l'origine de l'association, à la fin de la mission ministérielle. Et donc depuis 2014, les partenaires sociaux se réunissent tous les trimestres et suivent en moyenne 5 grands projets. Dans un des projets qu'on va parler avec Nadia, sur les compétences socio-émotionnelles. Justement, précisément, vous avez une innovation qui est la première certification sur les compétences socio-émotionnelles. Je vais peut-être vous donner la parole, Nadia, sur finalement cette innovation qui nous intéresse particulièrement parce que les pays anglo-saxons se sont déjà pensés là-dessus. Je pense qu'on avait peut-être un certain retard à rattraper la France. Vous l'avez peut-être, je ne sais pas, confirmé ou non. Tout à fait. En France et je pense en Europe, on a un petit retard, au moins dans tout ce qui est travaux de recherche sur le sujet et méthodologie à proposer dans ce domaine-là. Rémi, tout à l'heure, parlait de soft skills. Vous voyez, on n'a même pas de terme encore consacré pour parler de tout ça. Hein. Donc, les soft skills sont des compétences douces, molles. Hein, ça ne veut pas dire grand-chose. Les compétences socio-émotionnelles, ce sont des compétences qui font appel aux émotions. Et qu'est-ce qui est... alors, ces compétences-là, elles ont toujours été mises en œuvre, mais de façon intuitive, hein, comme le disait Rémi, chacun faisant comme il pouvait. À peu près. Voilà, à peu près. Mais ça n'a jamais été encadré d'une méthodologie et d'un apprentissage. Et les grandes instances internationales qui se penchent sur l'avenir de l'homme au travail, elles sont toutes d'accord pour dire... Jusqu'à présent, on a développé ce qu'on appelle des compétences cognitives, c'est-à-dire des compétences qui sont liées au raisonnement. Hein. À l'école, tout ce qui est apprentissage des langues, du calcul, etc., ça fait travailler notre intellect. Or, on sait aujourd'hui, et ça c'est récent dans le domaine des neurosciences, que ce sont les émotions qui sont le driver de l'humain. D'ailleurs, émotion, la racine du mot émotion, c'est movere, qui met en mouvement. Donc l'humain pouvait lui faire un discours parfaitement structuré, parfaitement logique, ça va le laisser froid. Par contre, si vous allez chercher ses émotions, si vous lui amenez les vôtres et que ça va dans le bon sens, tout est possible. Michael Guido parlait de 4e révolution industrielle. Là, on passe un gap d'un ancien temps à un nouveau temps. Alors là, on parle du présent, mais aujourd'hui, les enjeux concrètement de ces compétences socio-émotionnelles sur les structures dans l'avenir, à moyen long terme. Oui, alors... Toutes les entreprises sont conscientes qu'il faut y aller. Maintenant, elles ne savent pas comment y aller. Et c'est là qu'on met le doigt sur l'absence de structure de ce domaine-là. Et le travail qu'on fait avec l'INRC me paraît fondamental parce que justement, il va amener une structure autour de ces compétences-là, dont tout le monde parle de façon différente, avec des propositions dans tous les sens sur comment communiquer, l'intelligence relationnelle, etc. Mais il n'y a rien de commun, de partagé, et il n'y a rien de vraiment globalement structuré. Comment ces compétences s'articulent les unes avec les autres. Comment la relation à soi vient interférer avec la relation à l'autre. Hein, parce qu'on nous apprend à communiquer, le leadership, etc. Mais on amène ses propres émotions là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait de ses propres émotions dans la relation client? Qu'est-ce qu'on fait des émotions du client? On ne nous apprend pas ça à l'école. Non. Or, c'est fondamental. Et ce sont ces nouvelles compétences, et comme vous le disiez, c'est un gap aujourd'hui, qui est constaté par le Forum économique mondial, qui dit qu'il faut absolument aller dans cette direction. Et l'avantage de ces compétences, c'est que même en 2030, avec les nouveaux métiers
qu'on ne connaît pas encore, ces compétences-là seront toujours valides, contrairement à l'obsolescence de beaucoup de compétences actuelles. Conjointement, vous avez un projet encore plus audacieux, qui est celui de certifier finalement les organismes de formation qui prennent en compte ces compétences socio-émotionnelles. On peut en savoir plus de l'aboutissement de ce projet? Est-ce que c'est en phase test ou est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous en êtes précisément? Eh bien, la première pierre a été posée donc avec l'INRC, puisque nous avons travaillé ensemble à un certificat, c'est-à-dire des critères précis pour évaluer les compétences socio-émotionnelles dans la relation client. Donc c'est la première fois que ça s'est fait en France, avec le tampon du ministère du Travail, ce qui est quand même une belle performance. C'est la première fois. Et à ma connaissance, en Europe aussi, c'est peut-être la première fois. Enfin, je crois même qu'au niveau mondial, il n'y a pas de certification officielle sur les compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire écrire un référentiel de formation, écrire un référentiel de compétences, on peut le mettre sur un papier. Mais savoir l'évaluer, c'est là où, depuis un certain nombre d'années avec les partenaires sociaux, on devait créer un titre. Il y a eu un certain nombre d'études, on a voulu avancer là-dessus. On a commencé depuis 3 ans à travailler dans des BTS, dans des bachelors, pour pouvoir commencer à introduire, mais c'est l'été dernier, avec Nadia, où on a pu décrypter comment on allait pouvoir évaluer. Donc là, c'est la première brique, et c'est ça les rouages que je vous disais, avec les partenaires sociaux, grâce au travail de Nadia et à la collaboration avec les partenaires sociaux, on a pu déposer pour la première fois un titre sur les compétences socio-émotionnelles qui vont être valables auprès des salariés, bien sûr d'entreprises. On parle de l'évolution des métiers. Ben oui, mais pour faire l'évolution des métiers, mais je vais vous dire plus simplement, les métiers n'existeront plus demain, on parlera de compétences transversales. Et si on parle de compétences transversales, ben oui, il y a des compétences techniques, mais qu'on peut acquérir tout au long de la vie par l'entreprise, par contre, mais avoir des compétences socio-émotionnelles est une clé là-dessus. Donc ça, c'est la base, c'est tous les travaux. Donc à partir de ces travaux-là, on crée un titre, on crée, là le titre il est pour les premiers niveaux de qualification auprès des conseillers ou des demandeurs d'emploi, là aussi, les aptitudes socio-émotionnelles, on ne va pas les évaluer, mais on identifie ces aptitudes, ça permet d'aider l'entreprise à mieux recruter. Donc là, on a ce travail qui est global, qui s'inscrit en fait un peu de partout. Et donc, pour rebondir sur la question que vous avez posée sur les organismes de formation, ben oui, forcément, une fois qu'on a un titre, nous, on n'est pas opérationnel. On construit l'ingénierie. On amène des certifications, on va être un jury, comme on fait aussi avec le label de responsabilité sociale. Mais ce n'est pas nous les auditeurs, ce n'est pas nous les formateurs. Donc on a besoin de s'assurer que les établissements, parce qu'il faut savoir qu'il y a près de 3000 formations sur la relation client. Personne ne sait où aller. Donc, nous, on veut seulement que les formations que l'on porte, qu'on a construites, où on est partenaire, s'assurer que l'organisme soit lui aussi certifié. Et donc, forcément, on a une expertise sur les compétences socio-émotionnelles. Dans la certification, on aura cette brique qui sera identifiée. Et face à vous, le discours est suffisamment audible? Les entreprises françaises sont prêtes pour ce type de dispositif? Ça fait... Tout le monde en parle. Les organisations mondiales en parlent. Il y a des programmes au niveau de l'Union européenne. Nous sommes présents aussi à Bruxelles, donc c'est assez quotidien d'aborder ces sujets-là. Mais tout le monde en parle dans les organisations publiques ou privées. Mais comment on y va? Comment on sait y aller? Et c'est là où l'approche scientifique nous amène Nadia et les différents travaux que l'on lance nous permettent de pouvoir concrétiser, d'amener quelque chose de très concret, très opérationnel pour les entreprises. Là, ça commence à devenir audible. Dernière question et en clôture d'émission, à tous les trois, les enjeux de la relation client à vos yeux? Peut-être pour vous, Rémi. Les enjeux de la relation client sont fondamentaux parce qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, pour fidéliser un client, il faut absolument que la relation client soit exceptionnelle, sinon soit enchanteresse. Sinon, les clients vont ailleurs dans le monde actuel. Et pour cela, travailler sur l'émotion aussi est quelque chose de prépondérant, je crois, et incontournable. Nadia, l'avenir ? L'avenir, c'est de donner une place à l'émotion dans l'entreprise, puisque l'émotion a quand même longtemps été tabou dans l'entreprise, puisqu'on disait on laisse ses états d'âme à la maison. Bien sûr. C'est aujourd'hui qu'on a tout à fait intérêt à les amener au travail. Et Michel Guido, l'avenir de la relation client, à vos yeux ? Vous savez, les principales entreprises mondiales investissent aujourd'hui en priorité, loin devant tous les autres investissements, c'est sur le digital. L'humain est passé à la 5e place. Même ça s'accentue. Donc aujourd'hui, on est en train de créer un gap. Tout le monde dit oui, on travaille sur l'humain. La réalité, c'est quand vous avez des investissements massifs sur le digital et en plus, les équipes doivent travailler, donc ils focus là-dessus, on crée un gap. Et vous savez, dans l'histoire de l'humanité, quand il n'y avait pas de good balance, ça a créé de grosses difficultés. Donc l'objectif et l'avenir de la relation client, c'est de pouvoir créer un équilibre. Ce seront les mots de la fin. Merci pour vos interventions respectives, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Décryptage, bien sûr.